Voilà, ben, on va enchaîner sur la dernière conférence de la journée et retrouver Stéphanie Trouillard et Nadine Lebellour qui va la présenter. Bonjour Nadine. Nadine, m'entends-tu? Bonjour Stéphanie. Bonjour. Est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends très bien. Bon. Nadine, est-ce que tu nous entends? Ça y est, j'ai le son. Bon. Bon, ben voilà, Stéphanie, ravie de vous accueillir à nouveau au Salon du Livre, même si ce sont dans des conditions pas toujours faciles. Je vais laisser à Nadine le soin de vous présenter, vous vous connaissez bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver parce que je vous avais découverte avec la vie de votre grand-oncle maquisard, tué à je ne sais plus quel âge, 22 ou 23 ans. Et puis, on vous retrouve avec une bande dessinée. Voilà, donc je vais laisser Nadine présenter tout ça. Merci beaucoup d'avoir accepté. À vous la parole. Merci. Alors, en effet, la bande dessinée, c'est Si je reviens un jour, les lettres retrouvées de Louise Pipkowski, bien prononcé. Donc, en 2010, lors d'un déménagement au sein du lycée Jean de La Fontaine à Paris, dans le 16e arrondissement, des photographies et des lettres ont été retrouvées dans une vieille armoire, enfouie là depuis de nombreuses années. Plusieurs mois durant, cette jeune lycéenne juive a correspondu avec sa professeure de lettres. Son dernier courrier date du 22 janvier 1944, jour où elle a été arrêtée malheureusement avec sa famille. Donc c'est Stéphanie Trouillard, journaliste pour France 24, originaire de Nantes, qui va nous présenter donc ces lettres retrouvées de Louise Pipkowski. Elle est depuis plusieurs années spécialisée dans l'histoire de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Elle a notamment réalisé en 2017 un web documentaire sur justement Si je reviens un jour, les lettres retrouvées de Louise Pipkowski, aujourd'hui adaptée en bande dessinée. Donc je laisse la parole à Stéphanie. Bonne conférence. Alors juste, j'ai eu un petit problème technique. Voilà, me voilà de retour. Bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette conférence pour le salon Lire la Bretagne qui a lieu malgré tout. Donc ça, c'est une bonne nouvelle de continuer à pouvoir faire des choses, même si la pandémie nous en empêche depuis de nombreux mois. Donc je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter mon dernier ouvrage, qui s'appelle donc « Si je reviens un jour, les lettres retrouvées de Louise Pipkowski » et qui est sorti aux éditions des Ronds dans l'eau l'année dernière. Donc, pour me présenter en quelques mots, moi, je suis journaliste pour le site internet de France 24 et je travaille principalement sur l'actualité internationale. Mais depuis quelques années, je me suis spécialisée aussi dans l'histoire et notamment l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Donc, ça a commencé par un premier livre qui s'appelle « Mon oncle de l'ombre », enquête sur un maquisard breton, qui était sorti aux éditions Scolvrez, des éditions qui se trouvent à Morlaix. En fait, je m'étais intéressée au parcours de mon grand-oncle. Je savais que mon grand-père avait perdu son frère durant la guerre, mais j'avais vraiment aucune information sur lui. Donc, pendant plusieurs années, j'ai travaillé à retracer son parcours, à savoir ce qui lui était arrivé. En fait, il a été tué le 12 juillet 1944 dans le Morbihan, dans un village qui s'appelle Plumelec, après avoir participé à la fameuse bataille de Saint-Marcel que certains d'entre vous doivent connaître, du 18 juin 1944. Donc, il était FFI. Il a été tué par des soldats allemands et des collaborateurs français. Et donc, en réalisant cette enquête, je me suis spécialisée dans cette période. J'ai appris à aller aux archives, à recueillir le témoignage des derniers témoins de cette époque, à trouver des documents. Et en fait, donc il y a quelques années, donc ça va faire 5 ans maintenant, en 2016, j'ai été contactée par un lycée à Paris qui s'appelle le lycée La Fontaine et qui se trouve dans le 16e arrondissement, parce qu'ils avaient entendu parler justement de mes recherches sur la Seconde Guerre mondiale. Et surtout parce qu'une enseignante qui s'appelle Christine Lerch avait retrouvé quelques années auparavant, en 2010, des lettres
tout simplement en faisant un rangement dans une armoire du lycée, dans une vieille armoire. Elle avait retrouvé par hasard, dans une enveloppe Kraft, des lettres qui avaient été écrites par une jeune fille qui était élève dans le lycée pendant la Seconde Guerre mondiale et qui s'appelait donc Louise Pikowski. Et donc, ces enseignants m'ont demandé de les aider à en savoir plus sur elle, puisqu'au départ, cette professeure, donc elle a été professeure de mathématiques, ce n'était pas forcément son domaine, donc elle n'a pas su forcément s'adresser, savoir à qui s'adresser, aller aux archives pour en savoir plus sur cette jeune fille, Louise. Et donc, c'est pour ça qu'ils m'ont contactée pour les aider. Et surtout, en fait, en 2016, cette enseignante partait à la retraite. Et donc, elle s'est dit, qu'est-ce que je vais faire de ces lettres de cette jeune fille? Et donc, elle a été au CDI du lycée où elle a rencontré une autre enseignante, une professeure documentaliste, qui s'appelle Khalida Hachi, et qui, elle, s'est aussi prise en quelque sorte de passion pour les écrits de cette jeune fille. Et donc, voilà, on a travaillé tous ensemble pour retracer le parcours de Louise. Alors, je vais vous montrer... j'en profiter pour vous montrer quelques documents. Donc, les lettres, déjà, de quelle façon se présentent ces lettres qui ont été retrouvées dans cette armoire du lycée. Alors, si on peut faire écran partagé, voilà. Donc, voici un exemple de ces quelques lettres. Donc, c'est une dizaine de lettres à peu près qui ont été retrouvées, qui ont été écrites par cette jeune fille. Donc, comme l'expliquait Nadine, ces lettres ont été écrites en fait à l'été 1942. Donc, Louise Pikowski était élève dans ce lycée, le lycée Jean de La Fontaine, et elle a eu une correspondance avec l'une de ses professeurs qui s'appelait Anne-Marie Malingret et qui était sa professeure de latin grec. Ce qui peut paraître assez étrange en fait d'avoir une correspondance avec une de ses professeurs alors qu'on n'a que 14 ans. Mais en fait, on s'est rendu compte que Louise était l'une des élèves les plus brillantes de son lycée. On a aussi retrouvé avec ses lettres notamment des livrets de prix. Et on a pu voir que Louise était vraiment la première de sa classe et sa professeure lui avait en quelque sorte prise sous son aile. Je vais vous montrer une photo de la professeure. Alors, écran partagé. Voilà. Donc ça, c'est une photo de classe qui a également été retrouvée avec les lettres de Louise Pikowski. Donc au centre, on voit sa professeure, Anne-Marie Malingret. Et Louise se trouve à droite. Je vais vous montrer un portrait plus proche où on la voit mieux de cette jeune fille. Voilà, donc ça c'est la fameuse Louise Pikowski qui a écrit ses lettres à sa professeure durant cet été 1942. Et donc, moi, quand j'ai reçu ces lettres, c'est vrai qu'il y a souvent des gens qui m'envoient des documents sur la Seconde Guerre mondiale depuis quelques années, des documents de famille ou des choses qu'ils ont retrouvées. Et je ne sais pas toujours à quoi m'attendre, en fait. C'est plus ou moins intéressant suivant ce que m'envoient les gens. Et quand j'ai lu les lettres de Louise, là, j'ai été vraiment fascinée et je me suis dit que j'étais vraiment en possession d'un vrai trésor et qu'il fallait faire vraiment quelque chose pour cette jeune fille parce que dans ses lettres, elle fait preuve vraiment d'une incroyable maturité et d'une intelligence incroyable pour une jeune fille de son âge. Et je me suis dit, il faut vraiment faire quelque chose pour retracer son parcours. Et donc, dans un premier temps, la première chose qu'on a décidé de faire, c'est essayer de voir si Louise avait encore de la famille qui était encore en vie et qui pouvait nous donner des informations sur cette jeune fille. Et donc, la première chose que j'ai faite, c'est d'aller sur le site de Yad Vashem, le site du mémorial de la Shoah à Jérusalem. Je vais vous le montrer aussi à l'écran. Le site du mémorial de la Shoah, voilà, à Jérusalem, que je vais vous montrer à l'écran. Donc, c'est un site vraiment très intéressant à partir du moment où vous vous intéressez à des personnes qui ont été déportées, puisque Louise, en fait, de ce qu'on a appris assez rapidement, avait été déportée à Auschwitz en 1944 et malheureusement a été assassinée en déportation. Et donc, quand vous vous intéressez à des personnes qui ont été déportées, l'une des premières choses à faire, c'est de se rendre sur ce site, sur le site du mémorial de la Shoah, et vous avez ce qu'on appelle une base de données qui répertorie les noms des victimes de la Shoah. Donc, on estime qu'il y a à peu près 6 millions de Juifs qui ont été assassinés au cours de la Seconde Guerre mondiale. Il y a à peu près 4,7 millions de personnes dont on est sûr de connaître leur identité. Et donc, ces personnes sont répertoriées sur le site de Yad Vashem. Et donc, vous pouvez faire une recherche
Là, c'est un petit peu lent. Est-ce qu'il va bien vouloir me faire la recherche à partir du nom de la personne? Donc là, ça ne fonctionne pas. Le site est un petit peu lent. Donc, à partir de ce site, en tout cas, vous pouvez aller rechercher dans cette base de données à partir d'un nom. Et c'est comme ça que moi, j'ai pu retrouver en fait des cousins de Louis Pikowski, des cousins germains qui avaient heureusement échappé à la Shoah. Et donc, en fait, les gens peuvent laisser sur ce site… ah, bah voilà, là, il refonctionne. Je vais repartager l'écran. Voilà. En fait, si vous tapez, donc moi, j'ai tapé Pikowski, tout simplement. Non, ça ne marche plus. Alors, est-ce que ça veut bien fonctionner? Il doit y avoir du monde sur le site. Alors, j'abandonne l'idée de vous montrer parce que le site a l'air d'être lent aujourd'hui. Ah non, voilà, ça fonctionne. Donc, vous tapez, moi, si je tape Pikowski, Louise, dans le prénom. Voilà, vous faites la recherche. Donc là, on arrive sur une fiche qui parle donc de Louise Pikowski, la jeune fille qui nous concerne. Et là, vous avez notamment ce qu'on appelle une feuille de témoignage. Donc, en fait, des proches de personnes qui ont été déportées au cours de la Seconde Guerre mondiale peuvent laisser des feuilles de témoignage où ils indiquent des informations sur la personne de leur famille qui a été déportée. Donc, c'est un document très intéressant puisqu'il donne des informations sur l'arrestation, sur les circonstances dans lesquelles ces personnes ont été arrêtées, ce qui leur a été arrivé, où ils ont été déportés. Donc là, le site, je crois qu'il marche vraiment pas très, très bien aujourd'hui. Est-ce que je vais arriver à avoir le document? Voilà. Est-ce qu'on va arriver à avoir la feuille de témoignage? En tout cas, ce qui est intéressant sur cette feuille de témoignage, c'est que ça donne aussi l'adresse de la personne qui a laissé cette feuille de témoignage. Et là, j'ai vu que c'était donc un cousin germain de Louise qui avait laissé cette feuille de témoignage et surtout qu'il y avait son adresse. Voilà, ça se présente de cette façon, la feuille de témoignage. Donc, on a le nom Louise Pikowski, les noms de ses parents, la date de son arrestation. Bon, là, il y a une erreur parce que c'est marqué 1942 et qu'elle a été arrêtée en 1944. Comme quoi, il ne faut pas toujours prendre pour argent comptant non plus tous les documents. Et surtout, à la fin, il y avait donc l'adresse de ce cousin germain. Et c'est comme ça que j'ai pu retrouver des cousins de Louise qui vivent à Jérusalem et que j'ai pu aller les rencontrer et leur montrer les lettres de leur cousine. Donc ça a été un moment assez incroyable, parce que vous imaginez bien d'aller contacter 75 ans après des gens pour leur dire on a retrouvé des lettres de votre cousine voilà, qu'on voudrait vous montrer. Donc pour eux, ça a été vraiment extraordinaire. Et comme l'a raconté l'une des cousines de Louise, c'était un peu comme si quelque chose ressortait des cendres de la Shoah. Et puis surtout, ils ont été très émus en fait, de se rendre compte à quel point leur cousine était intelligente et avait fait de si beaux écrits. Donc, ils savaient bien que Louise était morte en déportation, mais pour eux, c'était vraiment miraculeux que quelque chose ressorte après tant d'années. Et puis surtout, ce qui était aussi intéressant pour nous, c'est qu'ils ont pu nous fournir d'autres informations sur cette jeune fille et aussi des photos. Donc, je vais vous montrer une photo que la famille nous a fournie, la famille qu'on a retrouvée à Jérusalem. Donc ça, c'est une photo assez émouvante, en fait, des 4 enfants Pikowski. Donc, Louise était la deuxième de la famille. Au centre, on peut voir sa grande sœur, Annette, à côté, son petit frère Jean et sa petite sœur, Lucie. Donc, c'est aussi important quand on fait des recherches sur la Shoah, sur la Seconde Guerre mondiale en général, que ce ne soit pas juste des noms, en fait, mais de retrouver des documents comme des photos pour pouvoir mettre des visages, en fait, sur ces personnes qui ont été assassinées au cours de la guerre. Donc, c'est ce que fait aussi le mémorial de la Shoah à Paris en organisant des collectes un peu partout en France, notamment, pour que les gens leur donnent des documents et que ce ne soit pas juste des noms, voilà, mais que ce soit qu'on voit qui étaient ces personnes, la vie qu'elles avaient, et voilà, que ce soit incarné dans ces recherches. Ce qu'on a essayé de faire aussi, c'est de retrouver des camarades de classe de Louise. Donc, je vous montrais un petit peu tout à l'heure cette fameuse photo de classe que je vais vous remontrer. Voilà. Donc ça a été un peu plus difficile parce que faut imaginer que ces femmes ont plus de 90 ans aujourd'hui. À l'arrière de la photo de classe, en fait, il y avait des noms de certaines des camarades de Louise.
Et donc, j'ai pu rechercher alors, sur Internet. Donc, c'était un peu compliqué parce que c'était leur nom de jeune fille et la plupart de ces femmes s'étaient, bien entendu, mariées après la guerre. Donc, c'était très difficile de de les retrouver et puis beaucoup étaient malheureusement déjà décédés. Mais on a retrouvé notamment, une des camarades de Louise qui s'appelle Madeleine et qui est encore en vie aujourd'hui et ça a été aussi un moment très, très fort dans ces recherches, puisque, j'avais juste son nom de femme mariée. Donc, j'ai tout simplement pris l'annuaire et je savais qu'elle habitait en région parisienne et j'ai appelé tous les gens qui portaient ce nom-là. Et j'ai fini par tomber sur elle et je lui ai demandé si elle connaissait Louise Pikowski. Et ça a été vraiment très fort parce qu'elle m'a dit que c'était sa voisine de classe. Donc c'était vraiment sa camarade qui était assise à côté d'elle, en plus en classe. Et elle m'a dit que depuis la guerre, il n'y avait peut-être pas un jour où elle n'avait pas pensé à elle. Donc il faut imaginer que du jour au lendemain, Louise était assise à côté d'elle et puis après, elle a été arrêtée et Madeleine n'a plus jamais eu de ses nouvelles. Bien sûr, elle se doutait bien qu'elle avait été déportée parce qu'elle était juive et qu'elle était morte en déportation. Mais c'est moi qui, 75 ans après, est venue lui donner des détails sur le décès de sa camarade et son assassinat. Et donc, à l'issue de cette enquête, en fait, on a réalisé une enquête d'à peu près 6 mois, donc à recueillir des témoignages de la famille de Louise. On a retrouvé aussi d'autres cousins un peu plus éloignés. Ils nous ont expliqué en fait que la famille Pikowski était une famille originaire, donc son père était originaire d'Ukraine. Lui, il était né à Nikolaïev au début du XXe siècle, à la fin du 19e siècle, pardon. Et Nikolaïev qui se trouve en Ukraine actuellement, mais à l'époque, c'était l'Empire russe. Et déjà, à la fin du 19e siècle, il y avait beaucoup d'attaques contre les Juifs, ce qu'on appelle des pogroms. Et donc, la famille de Louise, du côté de son père, a massivement émigré vers la France au début du XXe siècle et s'est installé en région parisienne. Et donc, Abraham Pikowski, le père de Louise, s'est marié avec Barbe Brunette Cohn, la mère de Louise, qui, elle, était originaire d'une famille juive de l'Est de la France. Et ils ont eu 4 enfants et on a pu retrouver aussi assez miraculeusement, grâce à une cousine éloignée, une autre photo où on peut voir toute la famille ensemble. Je vais vous montrer ce document. Voilà. C'est une photo particulièrement touchante parce que cette photo a été prise en août 1943, donc quelques semaines avant l'arrestation de la famille Pikowski. Donc on peut voir les parents et leurs 4 enfants souriants. On peut se demander aussi quel était leur état d'esprit. Il y avait déjà des membres de leur famille qui avaient été arrêtés, bien entendu des camarades de Louise, notamment lors de la fameuse rafle du Veldiv en juillet 1942. Mais voilà, ils sont ensemble et ils essayent de sourire malgré tout. Et donc, pendant tout ce laps de temps, alors je vais me remettre sur là. Pendant tout ce laps de temps, en fait, Louise a correspondu avec sa professeure pendant cette période de la guerre. Et ce qui est fascinant dans ces lettres, c'est qu'elle ne parle pas forcément directement du conflit, de ce qui se passe autour d'elle. On sait dans ses premières lettres qui datent d'août 1942 que son père a été arrêté et a été interné à Drancy à la suite de la rafle du Veldiv, parce que Louise raconte dans une lettre qu'elle peut porter un colis à son père et l'envoyer pour Drancy. Et on apprend quelques lettres plus tard que son père a été finalement libéré sans qu'elle en donne la raison. Mais comme j'avais interrogé l'historien Serge Klarsfeld à ce propos, il m'avait dit qu'effectivement, certaines personnes avaient pu sortir de Drancy à ce moment-là. Mais Louise ne parle pas directement de la guerre, mais on sent quand même une angoisse, quelque chose, une souffrance, une inquiétude avec ce qui se passe autour d'elle. Et je vais vous lire un extrait de l'une de ces lettres qui, moi, me touche tout particulièrement et qui montre qu'elle lutte, en fait, qu'elle essaie de se rassurer alors qu'autour d'elle, il y a la guerre, elle voit bien que les gens commencent à se faire arrêter. Et elle dit dans une lettre qui est datée du 9 septembre 1942, « La joie est bien en nous, quel que soit le degré de notre souffrance. Nous pouvons toujours en trouver encore un peu en pensant que notre tâche n'est jamais terminée. Je comprends maintenant ce texte latin que j'ai traduit en 5e et dont je ne me rappelle plus que ceci. Un homme ayant perdu ses biens, dont les filles ont été emmenées en esclavage et qui dit « On ne m'a pas pris ma richesse, car ma richesse est en moi. » Donc voilà, pour moi, c'est une lettre peut-être assez prémonitoire, en fait, parce qu'elle se met à la place
de cet homme qui a été emmené en esclavage. Et on peut penser voilà, plus tard que Louise va être elle-même emmenée en déportation. Et elle estime que malgré tout, malgré le fait qu'on puisse être arrêté, qu'on puisse tout perdre, voilà, dans le cas de cet homme, elle dit voilà, on ne lui a pas pris sa richesse car sa richesse est en lui. Et c'est bien ce que montrent ces lettres de Louise qui ont été retrouvées miraculeusement après 75 années. C'est qu'on n'a pas réussi complètement à assassiner cette jeune fille parce que ces lettres ont été retrouvées et qu'aujourd'hui, après tout ce temps, elle nous parle plus que jamais. Et donc, voilà, dans ces lettres aussi, ce qu'il y a de très intéressant, c'est qu'il y a un échange aussi très fort, en fait, entre la professeure et sa jeune élève. Donc, Louise était juive, de confession juive, et sa professeure Anne-Marie Malingret était de confession catholique, très pratiquante. Et donc, elles ont pas mal aussi d'échanges sur la religion. Louise se pense a aussi beaucoup d'humour. Elle se demande notamment si elle fait bien d'écrire une lettre à sa professeure le samedi en plein Shabbat. Elle se pose des questions sur la place des femmes dans la religion juive. Voilà, il y a tout un échange assez philosophique, théologique entre les deux femmes. Alors, ce qui est complètement fou, c'est de savoir que Louise n'avait que 14 ans quand elle a écrit ses lettres et qu'elle ait autant de maturité, autant de réflexion pour une jeune fille aussi jeune. Et puis, voilà, l'échange se poursuit pendant cet été 42. Après, on n'a pas d'autres lettres, jusqu'à un dernier petit mot qui est particulièrement émouvant et donc que je vais vous remontrer, je vous l'avais montré tout à l'heure, qui est particulièrement émouvant. En fait, c'est une dernière voilà, missive adressée par Louise le 22 janvier 1944 à son enseignante et qui est particulièrement difficile à lire. C'est « Nous sommes tous arrêtés, je vous laisse les livres qui ne sont pas à moi et aussi quelques lettres que je voudrais retrouver si je reviens un jour. Je pense à vous, au père, à mademoiselle Arnold et je vous embrasse, Louise. » Donc, en fait, il faut expliquer le contexte de ce petit mot. Au cours des recherches, on a retrouvé que la famille donc, a été arrêtée le 22 janvier 1944 à son domicile. Il vivait à Boulogne-Billancourt, donc c'est en banlieue parisienne. Et de ce qu'on sait, en fait, c'est que les policiers sont arrivés le matin, ont arrêté le père, Abraham, et ont laissé à la famille quelques heures pour se préparer, sachant qu'ils allaient revenir pour les arrêter également. Et ce qui est fou dans cette histoire, c'est que dans ce laps de temps, Louise décide de se rendre au domicile de sa professeure et de lui laisser donc quelques livres, aussi quelques lettres qu'elle voudrait retrouver si elle revient un jour. Donc, il faut imaginer son sang-froid. Son père vient de se faire arrêter. Elle sait qu'elle va se faire arrêter. Elle décide d'aller au domicile de sa professeure, mademoiselle Malingret, pour lui déposer ses documents. Donc, ça montre vraiment l'attachement particulier que Louise avait pour son enseignante. Et voilà ce désir très important de lui laisser ces quelques objets. C'est pour ça en fait qu'on a intitulé aussi à partir de cette dernière petite lettre le web documentaire que nous avons réalisé pour France 24 à l'issue de ces recherches. Donc en fait, j'ai reçu les lettres en 2017 et en 2016 et en 2017, on a réalisé un web documentaire que je vais vous montrer, qui retrace l'histoire donc de cette jeune fille. Donc c'est un documentaire qui est en accès libre sur Internet. Donc, ça se présente de cette façon. Donc, ça se présente en 6 chapitres et ça retrace à la fois notre enquête pour en savoir plus sur les lettres de Louise, pour en savoir plus sur cette jeune fille, ce qui lui est arrivé. Donc, ça, par exemple, ce sont ses cousines, les fameuses cousines que nous avons retrouvées à Jérusalem et au moment où on leur a présenté les lettres de Louise. Donc, il y a les documents d'archives que l'on a retrouvé au fur et à mesure de cette enquête. Et voilà, ça c'est la professeure avec qui j'ai travaillé, la professeure documentaliste. Ça c'est le lycée La Fontaine à Paris. Donc voilà, au fur et à mesure des chapitres, on en apprend plus sur l'histoire de Louise et comment on a procédé pour retracer son parcours. Et bien entendu, il y a aussi la présence des fameuses lettres qui peuvent être téléchargées et que nous avons mis en accès libre, que nous avons scannées et qui sont aujourd'hui, en fait, à l'issue de cette enquête, on a décidé de les déposer au mémorial de la Shoah à Paris, parce qu'on s'est rendu compte qu'après tant d'années, elles auraient pu très bien finir à la poubelle et que c'est vraiment très miraculeux
que cette professeure ait pu retrouver ces lettres dans un placard, mais maintenant qu'elles méritaient d'être bien conservées. Et donc maintenant, elles sont au Mémorial de la Shoah à Paris, aussi en accès libre, vous pouvez aller les consulter. Mais voilà, elles sont bien conservées et elles se trouvent là-bas et bien protégées désormais. Et également, en fait, à l'issue de ce travail de recherche, on s'est rendu compte en fait que le lycée La Fontaine était l'un des derniers lycées à Paris sur lequel il n'y avait pas de plaque en fait en mémoire des élèves déportés. C'est ce qu'on raconte dans son dernier chapitre, le chapitre 6, la mémoire de Louise. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de plaque avec les noms des élèves déportés, contrairement à de nombreux établissements parisiens. Et donc, on s'est dit, c'est très bien, on a raconté l'histoire de Louise Pikowski, mais ce serait bien aussi de retrouver aussi le nom des autres élèves du lycée qui ont été déportés au cours de la Seconde Guerre mondiale et aussi de leur rendre aussi hommage. Et donc, c'est là qu'on a fait travailler les élèves du lycée La Fontaine, les élèves actuels. En fait, on a établi grâce aux archives, aux livrets de prix qu'on avait retrouvés, on a établi des listes d'élèves et on a demandé aux élèves d'aller notamment sur le site de Yad Vashem que je vous montrais tout à l'heure ou sur le site du Mémorial de la Shoah pour savoir si en tapant le nom de certaines de ces élèves, on retrouvait malheureusement que certaines d'entre elles avaient été déportées. Et donc, ça a été notamment le cas pour une jeune fille qui s'appelait Berthe Baumann. Là, on a retrouvé dans les archives du lycée, en fouillant dans les caves du lycée, son acte de naissance qui prouvait qu'elle était bien élève au lycée. Donc, elle s'appelait Berthe Baumann, elle vivait aussi à Boulogne-Billancourt. Et deux jeunes filles qui s'appellent Colombe et Romane ont tapé son nom sur le site du Mémorial de la Shoah et ont malheureusement vu qu'elle aussi avait été déportée, mais en 1942, à la suite de la rafle du Veldiv. Et ça a été un moment très fort parce que ça a impliqué les élèves dans ces recherches. Et elles ont pu réaliser que des élèves qui étaient à leur place 70 ans auparavant ont été déportés. Et ce qui était aussi très intéressant dans ces recherches, c'est qu'on a essayé de retrouver aussi le visage, par exemple, de Berthe. Qu'est-ce que là, on voit à l'écran le visage de Berthe. On a passé un appel à témoins en fait, dans le journal de Boulogne-Billancourt. Et c'est une femme qui nous a répondu, dont la mère était amie avec cette fameuse Berthe Baumann et qui se souvenait très bien d'elle. Sa mère lui avait souvent parlé de son amie. Et elle avait surtout conservé des photos. Donc Berthe Baumann, c'est la jeune fille au centre de ses recherches, au centre de cette photo. La grande fille avec les lunettes. Et donc, c'est vraiment important voilà, de mettre un visage, que ce soit pas seulement un nom, Berthe Baumann, mais qu'on voit que c'était cette jeune fille. Et donc, à l'issue de ce travail, on a organisé une cérémonie dans le lycée pour inaugurer la plaque avec les 6 noms de jeunes filles qui ont été retrouvées. Je vais vous passer une petite vidéo qui montre cet hommage qui a été rendu aux élèves du lycée qui ont été déportés. Alors, vidéo, d'en partager. Je ne retrouve plus le zoom. Voilà. Alors, ça va être bon. Voilà. Donc ça, c'est la vidéo de la cérémonie qui a été organisée en novembre 2017 pour inaugurer la plaque avec les noms de toutes les jeunes filles qui ont été déportées, dont Louise Pikowski, sa sœur Lucie et les autres jeunes filles que nous avons retrouvées grâce au travail des élèves.
Alors ça, c'était vraiment un moment très émouvant, puis une action vraiment concrète, voilà, qui a mené à l'inauguration de cette plaque. Et donc, le web documentaire est sorti, on a inauguré la plaque, mais c'est vrai que moi, j'ai du mal un petit peu finalement à lâcher, les recherches, et donc j'ai continué à travailler sur la famille Pikowski. Et quand j'avais fait l'enquête, en fait, il y avait des ressources auxquelles je n'avais pas eu accès, et notamment le dossier de naturalisation du père de Louise, Abraham Pikowski, parce que ses archives qui se trouvent à Fontainebleau, ont été pendant plusieurs années pas accessibles, parce qu'il y avait un problème de sécurité au sein des archives, donc on ne pouvait pas aller voir les dossiers. Et finalement, j'ai réussi, il y a quelques années, à avoir accès à ce dossier. Donc ça se présente de cette façon, c'est un dossier administratif. Donc le père de Louise avait eu la nationalité française en 1937, et on lui avait malheureusement retiré en 1941 par les lois du régime de Vichy. Mais donc, quand il avait demandé cette nationalité, il avait rempli ce dossier. Et donc, par exemple, on lui demande combien il gagne par mois, il dit 1000 francs. Pourquoi il veut être français? Parce qu'il est marié avec une Française. Donc, comme je vous le disais, la mère de Louise était originaire de l'Est de la France. Et surtout, à la fin de cette fiche, il devait indiquer s'il avait des frères et sœurs. Donc, je savais qu'il avait une sœur qui s'appelait Renée, c'est ce qui est marqué, 28 ans, veuve à Jaffa, donc elle est partie en Palestine dans les années 20. Et aussi un frère, Michel, 34 ans, parti en Amérique. Et ça, je n'avais pas du tout idée de cette information, donc ça m'a intriguée. Et j'ai voulu essayer de retrouver la trace de ce frère, de ce fameux frère Michel, en Amérique, en me disant peut-être que si je retrouve sa trace, je vais retrouver la trace d'autres membres de la famille, j'aurai d'autres documents sur la famille Pikowski. Donc j'ai cherché sur des sites américains, Michel Pikowski, je n'ai rien trouvé. Et j'ai demandé à l'une de mes amies qui est généalogiste en Belgique, mais spécialisée sur les États-Unis. Elle aussi, elle a cherché, elle s'appelle Marie Capard, et elle a cherché sans trouver. Elle a été sur le site d'Ellis Island, donc c'est là l'île à New York où les immigrés débarquaient. Elle n'a rien trouvé. Et puis elle me dit, mais tiens, je suis aux archives belges, on ne sait jamais, je vais regarder s'il n'y a pas de traces de cette famille. Donc, je lui dis, si tu veux, je ne comprenais pas très bien le lien. Et effectivement, je ne sais pas si elle a eu un feeling comme ça, elle a retrouvé la trace de cette famille en Belgique. C'est complètement incroyable. Et donc, elle a retrouvé la trace de ce fameux frère, donc oncle de Louise, qui finalement n'avait pas du tout immigré en Amérique. C'était peut-être le but au départ, mais il s'était installé en Belgique. Donc, c'est lui qu'on va voir sur cette photo. Donc, il s'appelle Michel Pikowski. Donc, il a immigré en Belgique avec sa femme et ses 2 enfants. Malheureusement, mon ami m'a dit qu'il n'y avait plus de traces de la famille après 1943 et qu'ils avaient été malheureusement eux aussi déportés en avril 1943 à Auschwitz, les 2 parents et leur fille Olga. Par contre, on ne savait pas ce qu'était devenu le frère, qui s'appelait Jean Pikowski, comme le frère de Louise. Donc, Jean Pikowski était un cousin germain de Louise. Et donc, on a appris que ce jeune homme, c'est lui, avait réussi à réchapper à la Shoah, puisqu'il s'était engagé dans les forces belges libres et qu'il avait, lui, rejoint l'Angleterre, et qu'après, il avait débarqué en Normandie et qu'il avait libéré Bruxelles en 1944, mais que malheureusement, il n'avait retrouvé aucune personne de sa famille, puisque eux aussi ont tous été assassinés en déportation. Ce monsieur est malheureusement décédé, mais on a retrouvé, grâce à mon ami généalogiste, l'une de ses filles, qui en fait avait entendu parler du web documentaire, puisqu'elle aussi s'appelle Pikowski. Et en fait, elle n'avait pas osé me contacter à ce moment-là, parce qu'elle avait un peu peur. En fait, elle se doutait bien que c'était sa famille, mais elle avait peur en fait de se faire de fausses idées, parce que son père ne lui parlait jamais de sa famille. Il avait été tellement traumatisé par la perte de ses parents et de sa sœur qu'il ne parlait pas du tout de la Shoah. C'est qu'après son décès qu'elle a appris que ses grands-parents avaient été déportés. Et en fait, elle n'avait aucune notion sur l'histoire de sa famille, sur ses racines en Ukraine. Elle ne savait même pas qu'elle avait encore des cousins en France. Et donc, je l'ai contactée et je lui ai dit que je pouvais la mettre en relation avec sa famille en France. Et on a organisé des retrouvailles avec l'une de ses cousines qui m'a aidée aussi pour les recherches. Et on a fait un reportage qui a été diffusé sur France 24 que je vais vous montrer, de ces retrouvailles qui avaient été organisées en 2019 au Mémorial de la Shoah à Paris.
font partie de la même famille, mais il y a encore quelques semaines, elles ne se connaissaient pas. Elles se rencontrent pour la première fois. J'ai pas le droit. C'est difficile d'exprimer l'émotion. C'est tellement inattendu de retrouver un passé qu'on ne connaissait pas. C'est ça. Ce passé qu'elles ignoraient, c'est celui de la famille Pikowski. En 2016, Stéphanie Trouillard, journaliste à France 24, prend connaissance de lettres retrouvées par hasard dans le placard d'un lycée parisien. Ces lettres, datant de la guerre 39-45, sont celles d'une jeune fille juive de 16 ans, du nom de Louise Pikowski, déportée en 1944 à Auschwitz. Stéphanie Trouillard décide de retracer la vie de cette adolescente et la rencontre dans un documentaire. En poursuivant ses recherches, elle retrouve Claire Pikowski, la fille d'un cousin germain de Louise. Le père de Claire avait survécu à la Shoah, mais n'évoquait pas son passé avec sa fille. Elle ignorait qu'il lui restait des cousins comme Nicole. Grâce au documentaire, la famille est aujourd'hui de nouveau réunie. Il y a le lien de sang malgré tout, même si c'est loin, parce que il y a 4 générations qui ne sait pas. Mais malgré tout, de se dire on a la même origine, la même source. C'est ce que j'ai dit, je le ressens comme ça, c'est comme tout ça. Mon deuxième pied est à terre. Nicole et Claire devraient rencontrer prochainement un autre petit cousin vivant en Israël. Une manière de recoller petit à petit les morceaux d'une famille décimée par la Shoah. Donc ça a été un moment extrêmement émouvant parce que vous imaginez cette femme qui a plus de 70 ans découvre la moitié de son identité, apprend qu'elle a toute une famille en France. Donc ça, c'était vraiment très fort et ça m'a confortée dans l'idée que j'avais bien fait de poursuivre ces recherches finalement. Et ça s'est joué à une ligne dans un dossier de naturalisation avec cette mention sur Michel Pikowski, donc son grand-père. Et donc, ça a été peut-être le moment le plus fort finalement de ces recherches. Et finalement, la dernière étape de ce travail sur Louise Pikowski, c'est cette BD. En fait, quand le web documentaire est sorti en 2017, j'ai reçu des propositions pour en faire un livre de l'histoire de Louise. Et beaucoup de gens aussi voulaient avoir une trace papier. En fait, ils trouvaient ça très bien que ce soit sur Internet sous la forme d'un web documentaire. Mais ils voulaient aussi une trace en papier des lettres de Louise. Donc, dans un premier temps, j'étais partie sur un livre classique qui raconte son histoire, mais je me suis dit que le web documentaire était déjà assez écrit et que ce serait peut-être une redite. Donc, pourquoi pas le présenter sous une autre forme. Et moi, je suis amatrice de bande dessinée, notamment de BD historiques. Et depuis que le web documentaire est sorti, je me rends aussi régulièrement dans des établissements scolaires. Et je vois bien que beaucoup de professeurs utilisent la bande dessinée pour enseigner la Seconde Guerre mondiale et aussi la Shoah. Et je me suis dit, mais pourquoi pas raconter cette histoire sous cette forme. Alors, je me suis renseignée, j'ai regardé, j'avais déjà quelques BD dans ma bibliothèque qui concernent la Shoah. Et de ce que j'avais vu, moi, c'était souvent des BD assez sombres, en noir et blanc, difficiles. Bon, c'est l'histoire qui veut ça aussi. Mais moi, en y réfléchissant, je me suis dit que je voulais quelque chose d'assez lumineux qui représente aussi cette jeune fille, ce qu'était Louise, son envie de vivre. Et je voulais aussi que ce soit quelque chose qui soit assez abordable pour les plus jeunes et qui ne soit pas rebuté en lisant cette bande dessinée. Et donc, c'est ce que j'ai expliqué à l'éditeur, à l'éditrice Marie Moinard des Ronds dans l'eau, que j'ai contactée et à qui j'ai proposé ce projet. Et donc, on a décidé effectivement de partir sur un dessin assez simple et assez coloré, assez lumineux. Et donc, elle m'a mis en contact avec un dessinateur belge qui s'appelle Thibault Lambert et avec qui j'ai travaillé pour réaliser cette BD. Donc, moi, j'ai réalisé le script, en fait. On a repris, du coup, il n'y a pas du tout l'enquête dans la bande dessinée, mais on focalise sur l'histoire entre Louise et sa professeure Anne-Marie Malingret. Donc ça, c'est une planche un petit peu pour vous donner une idée. Donc c'est un dessin assez enfantin, assez rond, assez coloré. Et donc on suit cette relation pendant la Seconde Guerre mondiale entre la professeure et son élève. On voit comment les jeunes filles de l'époque ont vécu l'occupation dans un établissement scolaire, et puis aussi petit à petit la menace qui pèse sur cette famille, sur cette jeune fille.
Là aussi, on revient un petit peu en arrière aussi. On a aussi voulu que cette BD soit un outil pédagogique en fait pour les enseignants, pour qu'ils puissent l'utiliser dans le cadre de leurs cours. Donc là, c'est un petit retour en arrière historique où on parle des fameux pogroms que j'évoquais tout à l'heure, voilà, sous l'Empire russe, d'où venait cette famille, pourquoi elle est immigrée en France. Et puis, bien sûr, on évoque aussi la déportation de la famille. Donc ça, c'est le 3 février 1944. Donc la famille Pikowski, après son arrestation, a été envoyée et internée à Drancy. Donc elle a été déportée le 3 février 1944 avec 1214 autres personnes. C'était le convoi numéro 67. Ils sont arrivés le 6 février 1944 à Drancy. Et dans ce convoi, plus de 900 personnes ont été gazées immédiatement. Et donc, la famille Pikowski a été gazée immédiatement. Très peu de personnes ont été sélectionnées. Et donc, ils sont morts dès leur arrivée à Auschwitz. Aussi, ce qui était aussi important dans la bande dessinée, donc, comme je vous le disais, c'était qu'on retrouve les lettres de Louise. Donc, on les a toutes mises en fac-similé grâce au mémorial de la Shoah qui nous a donné voilà, des copies des lettres. Donc, les enseignants aussi, moi, quand je vais dans des établissements scolaires, je suis ravie qu'en fait, les élèves utilisent les lettres de Louise, que ce soit à travers des lectures. J'avais même été dans un collège à Lyon où les élèves avaient imaginé les lettres de Mademoiselle Malingret, parce que malheureusement, on n'a retrouvé que les lettres de Louise, mais pas celles de Mademoiselle Malingret. Je pense que Mademoiselle Malingret n'a pas voulu laisser ses écrits, peut-être par pudeur, et donc elle a laissé que ceux de Louise. Et donc, on retrouve toutes ces lettres à la fin de la bande dessinée. Et puis, on a également mis voilà, un éclairage, il y a comme un dossier pédagogique à la fin de cette bande dessinée, avec par exemple cette historique sur la famille Pikowski, avec les grandes dates de la famille au cours de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à leur arrivée à Auschwitz le 6 février 1944. Et bien sûr, on retrouve aussi tous les documents d'archives qu'on a retrouvés au cours de notre enquête, dont cette fameuse photo de classe avec Louise et son enseignante. Donc voilà, que vous pouvez retrouver dans cette BD qui est donc sortie l'an dernier, quelques jours avant, malheureusement avant le confinement. Mais on est déjà très content des retours qu'on a pu avoir. Et pour moi, l'essentiel, c'était que ce soit utilisé par les élèves dans les classes. Et là, je reçois régulièrement des messages de professeurs qui me disent qu'ils l'utilisent. Et c'est vrai qu'on a intitulé ce document « Si je reviens un jour » à partir du petit mot que Louise a laissé en janvier 1944 à sa professeure. Et une des cousines de Louise m'avait dit très justement, il y a quelques années, vous voyez, Stéphanie, finalement, Louise est revenue. Et elle nous parle plus que jamais. Et surtout, voilà, ça montre que les nazis ne sont pas arrivés au bout de ce qu'ils avaient voulu faire envers cette jeune fille, envers cette famille, puisque voilà, 75 ans après, ces écrits sont là et ils sont justement utilisés dans l'enseignement de la Shoah et aussi dans la lutte contre l'antisémitisme. Donc c'est peut-être une revanche contre ce qui s'est passé et c'est vraiment très important voilà, que cette histoire sorte aujourd'hui au grand jour, mais il y a encore beaucoup d'histoires, beaucoup de documents, parce que justement, en ce moment, les gens qui ont vécu cette période décèdent. Et donc, des gens retrouvent dans des greniers, dans des armoires, et des documents où on retrouve dans des brocantes. Et voilà, il y a encore beaucoup d'histoires à éclairer. Et c'est vrai que souvent, on en passe par une histoire individuelle parce que c'est peut-être plus intéressant, plus efficace quand on veut enseigner cette période voilà, auprès des élèves parce qu'il y a une identification qui se passe. Mais c'est vrai qu'il y a encore des archives qui sommeillent. Là, je vais vous montrer, en fait, je suis allée, puisqu'on est au salon Lire la Bretagne, je suis allée cette semaine aux archives du Morbihan et pour toute autre chose, je cherchais encore des choses sur la résistance dans le Morbihan. Et j'étais dans les enquêtes, les documents d'enquête des années de la guerre, et je suis tombée sur cette archive assez glaçante, en fait, que je vous montre. Donc, c'est les enquêtes réalisées en 1942. Donc là, c'est noté région de Bretagne, Rennes le 8 octobre 1942.
Donc, c'est le préfet régional de Bretagne qui s'adresse au préfet du Morbihan, à Vannes, et qui dit, donc on est après la rafle du Veldiv, là on est en juillet 1942, mais il y a eu aussi des rafles dans le reste de la France, bien entendu. Et donc c'est écrit, suivant les ordres des autorités occupantes, je vous prie de faire arrêter d'extrême urgence et de diriger sur Rennes, au centre d'accueil avant le 10 courant, les Juifs dont les noms suivants apparaissent donc. Goldougbert Clara, donc une dame qui vivait à Vannes, visiblement. Révin Dina, qui vivait à Vannes. Rosenweg Nicolas, qui vivait à Lorient. Weschler Sally, qui vivait à Lorient. Et Zelikowitz Wolf, qui vivait à Lorient. Et donc, c'est les termes qui sont employés dans les paragraphes suivants qui sont aussi très glaçants. Les intéressés doivent emporter 2 couvertures, 2 paires de chaussures, les objets de toilette nécessaires, des provisions pour plusieurs jours, linge de corps et vêtements de rechange en une valise. Les malades alités sont exemptés provisoirement de cette mesure et doivent produire un certificat médical. Mais là, c'est entouré en rouge. Tous les membres d'une même famille doivent être arrêtés sans tenir compte ni de l'âge ni du sexe. Cette opération doit être tenue strictement secrète. Voilà, donc quand on découvre au hasard des archives ce genre de documents, c'est assez particulièrement glaçant. Là, j'ai retrouvé aussi, toujours dans ces mêmes dossiers, liste des Juifs domiciliés dans le Morbihan à la date de 1943. Donc, des personnes à Guilliers, Vannes, l'Île aux Moines, Quiberon, Lorient, Carnac, Plouay, Pontivy. Et voilà, un autre document aussi de 1943, mars 1900, arrestation d'Israélites par les autorités d'occupation. J'ai l'honneur de vous faire connaître que les Israélites dont les noms suivent et qui étaient domiciliés dans le Morbihan ont été arrêtés et incarcérés à la maison d'arrêt de Vannes. Donc Berda Joseph, qui était domicilié à Vannes, Cohen Isidore, domicilié à l'Île aux Moines, Coaffs Irène, domicilié à l'Île aux Moines, Coaffs Lille, domicilié à l'Île aux Moines, et Marx Henri, domicilié à l'Île aux Moines. J'ai récupéré ces documents qu'il y a quelques jours, donc je ne sais pas en fait quelle a été l'issue pour ces personnes, mais j'imagine qu'elles ont été déportées par la suite et que certainement elles n'ont pas survécu. Mais voilà, donc il y a encore beaucoup de choses à chercher, à parler pour que ce ne soit pas juste des noms. Ce serait peut-être intéressant de retrouver des documents et savoir le parcours de ces personnes. Donc c'est ce que j'essaye de faire, voilà, et j'en apprends tous les jours. Et aussi, il faut rappeler que voilà, l'histoire de Louis Pikowski et de sa famille donc, se déroule à Paris, mais qu'il y a aussi eu en Bretagne, bien entendu, des gens qui ont été arrêtés. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions, Nadine, ou si on peut échanger. Là, votre micro est coupé. Alors, en attendant que Nadine réactive son micro, sur Facebook, vous avez un témoignage de Dalinda, Oui. qui va utiliser vivement. Elle travaille dans une école enseignante. Et elle vous remercie de cette transmission. Ouais, bah c'est vraiment le but en fait de ce travail. C'est pour ça qu'on a choisi vraiment la bande dessinée pour que ce soit vraiment accessible. Au départ, moi je pensais que ce serait surtout utilisé par des troisièmes parce que c'est là où on commence à apprendre l'histoire de la Shoah. Et lors des rares salons du livre que j'ai pu faire ces derniers mois, j'étais aussi surprise de voir que ça fonctionnait très bien avec des enfants de 10 ans. Il y avait des jeunes filles notamment qui sont venues me voir et qui ont été très touchés par cette histoire. Peut-être aussi parce qu'on a utilisé, par exemple, on ne monte pas Auschwitz, c'était un choix délibéré aussi, puisque les lettres s'arrêtent avant Auschwitz, et aussi parce qu'on ne voulait pas que ce soit trop dur pour des enfants si jeunes. Donc, dès 10 ans, voilà, j'ai eu de bons retours. Donc, je suis vraiment très contente et de savoir que c'est aussi la famille aussi de Louise. J'ai fait ce travail aussi beaucoup avec eux. Bien entendu, je leur ai demandé l'autorisation de faire cette BD. Je les ai tenus au courant. Et eux, ils sont vraiment très fiers que leur cousine ait une place aujourd'hui dans les écoles et dans les bibliothèques et soit lue par vraiment le plus grand nombre et que ce soit surtout une œuvre utile. Parce qu'il faut le rappeler, il y a toujours de l'antisémitisme assez virulent dans notre pays. Des gens ont été tués ces dernières années en France parce qu'ils étaient juifs. Donc, c'est toujours un sujet d'actualité et c'est important de toujours lutter contre ça. Moi, j'avais une question parce que vous avez parlé de l'enseignante avec qui elle avait correspondu. Vous avez essayé de retrouver si elle avait de la famille ou quelque chose?
Ah oui, ça j'ai oublié de le mentionner. Donc en fait, mademoiselle Malingret ne s'est jamais mariée. Et alors je vais vous montrer une photo. Ne s'est jamais mariée, n'a pas eu d'enfant. Et c'était vraiment ses élèves qui étaient sa famille. Donc ça, c'est une photo dans les dernières années de sa vie. Donc ses anciennes élèves, c'était vraiment comme ses filles en fait. Elles sont restées très proches d'elle jusqu'à la fin. Et donc elle est décédée à l'âge de 98 ans. Mais malheureusement, il y a déjà quelques années avant qu'on commence l'enquête, donc on n'a pas pu lui parler. Et donc, ce sont ces anciennes élèves qui nous ont parlé d'elle avec vraiment un très, très fort attachement. Beaucoup sont devenus professeurs aussi, d'ailleurs. Elle les avait vraiment inspirés. Et elles nous ont dit qu'un jour, mademoiselle Malingret leur avait sorti le cartable de Louise et les lettres et qu'elle leur avait raconté que c'était vraiment le grand regret de sa vie, puisque visiblement, elle lui avait proposé de la cacher, mais que sa famille a refusé. En fait, ils voulaient rester ensemble et je pense qu'ils n'imaginaient pas voilà, quelle serait l'issue et qu'ils se sentaient certainement plus forts ensemble. Et que voilà, elle avait ce regret de ne pas avoir pu la protéger et qu'elle avait gardé ça pour elle vraiment tout au long de cette vie, cette grande tristesse et voilà, la perte de son élève. Oui, c'est touchant là aussi comme itinéraire personnel de cette enseignante. Oui, qui était vraiment ce qui était assez fascinant aussi, c'est que les anciennes élèves qu'on a retrouvées nous en ont parlé, mais vraiment avec des étoiles dans les yeux. C'était une femme qui était déjà très en avance d'un point de vue pédagogique. Elle employait des méthodes qui n'étaient pas encore très utilisées à cette époque-là. Et voilà, ses élèves, c'était vraiment sa famille, ses filles. Et je pense qu'elle avait de grandes ambitions pour Louise, parce qu'elle avait senti, je pense qu'on n'a pas dans toutes les classes une élève aussi brillante et qu'elle avait de grandes aspirations pour elle. J'avais fait le parallèle aussi quand Simone Veil était décédée il y a quelques années. En fait, Louise et Simone Veil avaient le même âge. Elles ont été déportées à quelques semaines près. Et donc, Simone Veil a survécu à Auschwitz et elle a fait de grandes choses pour notre pays en tant que ministre de la Santé, en tant que présidente du Parlement. Elle a fait de grandes choses du Parlement européen. Elle a fait de grandes choses pour l'Europe. Et c'était de montrer combien de Louise on a perdu, combien de Louise aurait pu être des Simone Veil, en fait. Voilà, tout ce gâchis, toutes ces vies brisées, assassinées, et que Louise aurait pu peut-être faire d'aussi grandes choses que Simone Veil pour notre pays. Claude, il y a des questions? Pas de questions, mais un remerciement de Marie-Christine, qui travaillait au CNRS, qui dit émouvant sauvetage de cette mémoire, soutenue par les énergies de la jeunesse qui se conjuguent à travers le temps. Oui, c'est vrai que c'est vraiment une chaîne, en fait. C'est un peu... Il y a d'abord eu mademoiselle Malingret. On sait qu'elle avait voulu aussi rendre hommage à Louise dans son lycée, mais ça ne s'est pas fait pour de multiples raisons. Donc, elle a déposé quand même, on a appris qu'elle avait déposé les lettres pour les 50 ans du lycée. En fait, il y avait une cérémonie donc en 1988. Le lycée avait ouvert en 1938, donc juste avant la guerre. Et donc, elle a déposé les lettres à ce moment-là, qu'elle avait écrit un témoignage sur l'histoire de Louise. Et après, ces lettres se sont finalement perdues dans cette armoire du lycée. Il a fallu attendre que Christine Lerche, cette professeure de mathématiques, tombe par hasard dessus, qu'après elle les transmette à cette jeune professeure documentaliste qui me les a transmis voilà, par la suite. En fait, c'est vraiment toute une chaîne en plus de femmes qui ont travaillé sur cette histoire. Après aussi avec les élèves, voilà, ça nous a tous liés. C'est comme si on avait pris quelque part le relais de mademoiselle Malingret pour rendre hommage à cette jeune fille. Et ça, oui, on parle de sauvetage, ça c'est vraiment joué à rien. Ça aurait pu très bien finir à la poubelle. Et combien de choses finissent à la poubelle, ou quand on voit... Moi, je mets des alertes sur les sites marchands comme eBay, où on voit des gens qui vendent des choses de famille, enfin tout et n'importe quoi, et ça se retrouve, voilà, c'est perdu, ou même à la poubelle. Il y avait eu cette histoire de lettres qui ont été retrouvées récemment par la femme qui s'occupe d'une déchetterie. Enfin, c'était une correspondance amoureuse pendant la guerre aussi. Elle les a sauvés vraiment de la destruction in extremis. Donc voilà, c'est toujours, on se demande comment ça arrive jusqu'à nous, mais voilà, là ça a bien fonctionné et à chaque fois il y a eu les bonnes personnes pour faire avancer cette histoire et faire connaître l'histoire de Louise.
Écoutez, on va vous remercier beaucoup. Et une de celles qui s'occupe du salon, Caroline, qui est sur le Facebook du salon, elle est documentaliste dans un collège et on D'accord. échangeait toutes les deux. Et elle me disait, oh là là, j'aimerais bien avoir la BD et la faire venir dans mon lycée. Non, avec Je plaisir. crois qu'elle vous contactera. Et Avec plaisir, ouais. Claude avait une jolie question qu'il ne vous a pas posée, donc je vais la poser à sa place. Il se demandait comment vous, personnellement, vous avez vécu tout ça, cette découverte, cette proximité avec cette jeune fille. Bah, c'est très fort, en fait. Je pense qu'on n'a pas toujours dans sa carrière la chance de tomber sur de tels documents, en fait. J'ai une chance incroyable. Et c'est vrai que maintenant, Louise fait partie de ma famille, en fait. J'ai l'impression ça fait plusieurs années que je vais présenter ce travail en France ou même à l'étranger. J'ai l'impression de l'emmener avec moi, qu'on a un lien très fort, et même avec la famille, en fait. Juste avant le confinement, donc la BD était sortie, donc on avait juste, à l'époque, les restaurants étaient ouverts. On avait pu faire un restaurant avec des cousins éloignés de Louise, et il m'avait fait membre d'honneur de la famille, donc ça m'avait vraiment touchée, en fait, et je suis en contact quasiment toutes les semaines avec eux, donc il y a une certaine proximité voilà, qui s'est créée. Mon premier livre, c'était sur une histoire familiale, donc mon oncle, donc là, c'était assez automatique, mais c'est vrai que même avec des gens dont on n'a pas les mêmes origines, voilà, la même culture, on arrive à créer un lien très très fort. Et moi, ça a clairement changé aussi ma vie, parce que ça m'a offert de belles opportunités. J'ai pu voyager, je fais des interventions auprès des scolaires, j'ai rencontré plein de gens que j'aurais jamais rencontrés sans cette histoire. Donc ça a été vraiment une chance. Et donc c'est ce qui me motive aussi à continuer à parler de l'histoire de Louise. Ben voilà, on va vous remercier beaucoup. Je pense que la Merci beaucoup. libraire du salon, bon alors cette année c'est un peu particulier, mais la librairie du salon qui est tout à côté de la mission rue d'Odessa, elle organise des signatures, etc. Je pense que votre BD l'intéresserait beaucoup. Avec plaisir, avec plaisir. Là, on va lui dire. Voilà Stéphanie, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, bravo pour avoir organisé cet après-midi de conférence. Voilà, il faut continuer à faire vivre la culture et les livres. Merci. Bon, on continue déjà demain. Et puis, voilà, j'espère que vous aurez donné envie de lire la BD et de vous contacter aussi pour que vous en parliez aussi bien qu'aujourd'hui. Et ben, voilà, vous pouvez me contacter sur ma page Facebook ou sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Voilà, n'hésitez pas. Nadine? Merci beaucoup. C'était très intéressant, très touchant surtout. Ça doit pas être très facile tous les jours de mener une enquête comme ça, parce que c'est poignant quand même quelque part. Oui, donc, merci beaucoup. On reçoit tellement après, donc finalement, voilà, c'est pas toujours évident, effectivement, mais voilà. Non, ça doit pas être toujours facile, non. Merci beaucoup, Nadine. Merci, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.